La France va-t-elle entrer en guerre avec la Russie ou non? En fait, je ne sais pas, je n'ai aucun élément pour évaluer ce qui pousse le président de la République, Emmanuel Macron, et son gouvernement à monter d'un cran la menace d'une guerre, d'une intervention directe, d'un envoi de troupes françaises en Russie. On n'est pas dans le sein des saints, on ne va pas jouer à ceux qui croient tout savoir alors que apparemment ce sont des éléments qui sont encore retenus par le gouvernement. Donc je ne peux pas dire s'il a raison, s'il a de bons éléments ou non. Ce qui me surprend, ce qui m'interpelle, c'est surtout qu'il soit seul parmi les grandes nations militaires, alliées, démocratiques, je pourrais même dire civilisées, le mot ne me dérange absolument pas, qu'il soit pratiquement seul à s'engager dans cette voie alors que les autres restent dans l'expectative et même dans le recul et expliquent qu'il n'est peut-être pas temps d'aller aussi loin. Même l'Ukraine se sent finalement obligée à accepter une aide étrangère si elle venait à se proposer, alors que jusque-là, l'Ukraine n'exigeait que du matériel de guerre et tous les besoins de formation nécessaires. Donc l'Ukraine, en fait, finalement, se déclare favorable après la France, un peu pour ne pas décourager un partenaire qui veut bien aller plus loin et que ce n'était pas dans son plan. Alors qu'est-ce qui arrive à Macron? Quelles sont ces raisons qu'il a, qu'il semble être le seul à avoir pour nous expliquer qu'il est temps d'aller s'engager sur place? J'imagine qu'il en avait de bien bonnes, il les aurait partagées avec ses alliés. Il n'est pas seul dans cette affaire, il est membre de l'OTAN, il y a l'Union européenne, etc. Euh, ça serait peut-être du bluff, pourquoi pas? C'est envisageable, mais même en cas de bluff, cela aurait eu plus d'impact s'il y allait avec d'autres alliés. Même pas tous, mais bon, à supposer que la Grande-Bretagne soit avec lui, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne. Pourquoi tous? Trois jouent le jeu du bluff pour essayer de faire grimper la tension et pousser Vladimir Poutine à se calmer. Ça pouvait se comprendre. Mais là encore, il est seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne saurais le dire. Bien évidemment, je considère qu'il faut aider l'Ukraine. Ça, pour cela, il n'y a aucun problème parce que aucun pays n'a le droit d'en agresser un autre et d'en revendiquer une part de son territoire. Aucun pays n'a le droit d'imposer à un autre pays quelle relation internationale il devrait avoir, dans quelle organisation il devrait être membre. Non, il n'y a pas de pays qui sont sous tutelle d'un tel ou sous tutelle d'un autre. C'est un choix de chacun. La Suède vient d'entrer dans l'Union européenne, dans l'OTAN. C'est un choix libre de la Suède, alors que c'est une zone stratégique par laquelle la Russie aurait pu contourner et que tout le monde aurait pu avoir intérêt à ce que la Suède soit dans l'OTAN, mais personne n'a obligé la Suède d'y aller. Donc, évidemment, il y a encore tous ces panafricains qui vont vous expliquer, oui, mais l'Amérique a fait ça, oui, mais l'Amérique a fait ça, à supposer que dans le passé, des États aient été agressés, surtout dans le but d'en revendiquer une partie des territoires ou des richesses, c'est mal. Et ce n'est pas parce que ça a été mal dans le passé que désormais le mal est inscrit et qu'on doit désormais toujours faire mal, ou alors que si personne n'avait réagi dans le passé et que c'était mal, et que donc désormais, dans le futur, personne ne doit réagir parce qu'on ne doit pas réagir dans le passé, sinon il faut aller réparer tout ce qu'on a fait dans le passé. Je l'explique parce qu'avec les Africains, c'est assez compliqué. J'ai eu des raisonnements, des gens qui m'ont ramené carrément au 15e siècle, quoi, pour, notamment sur l'affaire de cet activiste pseudo-panafricaniste, Kémy Seba, on me dit pourquoi on lui retire la nationalité alors que quelqu'un du 15e siècle, qu'on m'a cité, qui était contre l'esclavage, on ne lui avait pas retiré la nationalité alors qu'il critiquait les gens qui commettaient l'esclavage. Vous voyez un peu comment est la pensée des gens. Donc, il faut repartir juger les procès du 20e siècle pour arriver à lui. La justice ne doit jamais arriver parce qu'on n'a pas réparé toutes les fautes du passé. C'est une manière assez bizarre de fonctionner. C'est d'ailleurs la méthode YAMB de fonctionner. Mais bon, ça ne rentre pas dans un cadre de réflexion logique, philosophique, normal. Donc, non, pour ce problème, il y a pas de problème parce qu'on tire beaucoup sur les exemples chez les Africains sur la question de la guerre en Ukraine. Ah, voilà, il y a la Libye, pourquoi ils ont attaqué la Libye, pourquoi ils ont... Oui, mais les problèmes du passé ne résolvent pas ceux du présent. Et la Libye, ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun pays qui est allé en Libye pour aller prendre un morceau, pour aller prendre une partie. Encore une fausse idée, voilà, ils ont promis la démocratie en Libye. Elle est où? Non, personne n'a jamais promis la démocratie à la Libye. La Libye n'est-elle pas pire aujourd'hui que ce qu'elle était à l'époque? Non, le PIB de la Libye aujourd'hui est plus élevé que le PIB sous Kadhafi, pays hyper mal géré sous Kadhafi. Tout ça sont des idées reçues. Je ferme la parenthèse à partir de là. Je reviens sur la question
de l'Ukraine. Et la deuxième partie, en fait, qui m'intéresse le plus sur cette question, une question qui se pose et qu'on se pose souvent, qu'on m'a beaucoup posé, est-ce que tu serais d'accord d'aller combattre en Ukraine si la France s'engageait? Est-ce que tu penses que ça, c'est un des grands drames de notre époque et surtout des réseaux sociaux, de croire que tout est question d'opinion. C'est-à-dire que même la loi, on choisit de se l'appliquer si son opinion va avec ou ne va pas avec, c'est-à-dire que c'est au choix. Hein, c'est la même chose que... Je reviens encore sur cette histoire d'expulsion de cet activiste qui travaille pour les Russes. L'idée, c'est, voilà, ah oui, mais lui, il n'a pas dit ça, il n'a pas... Oui, mais il y a un règlement, il y a une loi, il y a des conditions. Il est tombé dedans, et même le jour où on lui dit que sa nationalité sera retirée, sa première réaction, c'est de venir vous dire, oui, mais donc ça prouve que ce que nous faisons nuit à la France. Oui, mais c'est interdit dans la loi de nuire aux intérêts de la France si on a une double nationalité. Et voilà, il y a trois conditions. La troisième, elle m'échappe encore. Et si on se comporte comme le citoyen d'un autre État, voilà, il les remplit toutes les trois, c'est ça. Donc c'est pour ça que je voulais revenir un peu sur cette question de l'engagement des Français. Si jamais, j'entends beaucoup et ils écrivent sans gêne hein, que s'il y avait un conflit en France, moi je rentrerai chez moi je repartirai en Afrique. Et je voudrais juste rappeler ce petit point qui est très important. La défense de la nation en temps de guerre et en temps de paix est une obligation du citoyen. C'est écrit dans les textes, c'est écrit dans le Code civil, c'est écrit dans d'autres textes additionnels. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision que l'on prend. Il y a guerre, bah non, moi j'y vais pas, ça se passe pas comme ça. Si on fait une conscription des gens âgés de tel âge à tel âge, bah cette conscription, il faut y obéir, vous n'y obéissez pas, vous êtes un fugitif, vous pouvez finir en prison et la nationalité peut vous être également retirée si vous en avez une double, parce que la France ne peut pas rendre les gens apatrides. Donc la défense de la nation en temps de guerre comme en temps de paix fait partie des obligations d'un citoyen. Vous pouvez dire que je ne le savais pas. Si vous ne le saviez pas, c'est pas grave. Maintenant, vous le savez. Vous avez le temps de déjà quitter la nationalité française. Pourquoi pas prendre la nationalité russe et aller vous battre de l'autre côté? Ou alors, si vous êtes, parce que je m'adresse majoritairement aux Africains qui ont une double nationalité ou non, bah, il est temps de rentrer dans le pays que vous avez de cœur qui, lui, ne sera pas en guerre. Mais je voudrais quand même souligner également ce côté poltron que nous avons chez les Africains, ce côté couard, à toujours fuir ses responsabilités. Vous voyez, ils sont très nombreux sur les réseaux sociaux à se pavaner, soi-disant soutien de, du Mali, soutien du Burkina Faso, du Niger, qui sont des pays en proie aujourd'hui déchirés par le djihadisme. Je n'en ai jamais vu un seul qui a quitté son confort européen pour aller combattre à leur côté. Je ne connais même pas une cagnotte qui a été organisée pour les aider à s'acheter des gilets pare-balles, des cartouches ou simplement des boîtes de conserve pour nourrir des soldats sur place. Non, on parle, mais il n'y a jamais aucun engagement, contrairement aux Occidentaux qui, quand ils ont décidé de soutenir l'Ukraine, des gens ont quitté leur maison, leur famille, individuellement pour dire je vais défendre des idées auxquelles je crois et l'Ukraine est en danger et ils y vont, des Français, des Allemands, des Américains, voilà, et certains meurent, les corps sont rapatriés et leurs mamans disent qu'ils sont morts pour leurs convictions. En Afrique, on n'a pas ça, les convictions restent verbales, personne ne s'engage. Quand c'est trop chaud, on fuit pour aller se cacher en Europe et pour critiquer la même Europe, exactement, exactement. Peut-être parce que nous n'avons aucune culture du patriotisme, nous n'avons aucune histoire patriotique, nous avons des États qui nous ont été donnés quasi gratuitement, nous ne nous sommes pas battus pour le moindre mètre carré de nos territoires, c'est la colonisation qui les a tracés, il dit que bon, ben voilà comment c'est grand, je vous en fais cadeau. Les autres pays se sont battus pour gagner chaque territoire, ça a été compliqué. Peut-être à cause de ça, nous n'avons pas ce patriotisme combattant, ce culte du sacrifice pour les générations futures. Nous ne l'avons pas. Nous vivons pour nous dans une espèce d'égoïsme. Moi, je mets le doigt toujours là où ça fait mal. Et là, j'aimerais vraiment toucher ce point et rappeler mes frères africains que c'est triste parce que ça ne nous emmènera pas loin. Déjà même sur la guerre en Ukraine, dès le début, nombreux estimaient qu'il fallait que l'Ukraine abandonne, négocie avec la Russie, lui donne un bout de territoire. Quoi. Parce qu'en fait, ils réalisent pas que ce sont des ancêtres qui se sont battus village par village pour regrouper tout ça. Ils réalisent pas et que c'est une mission de chaque génération d'essayer de préserver tout ça et qu'on ne donne pas un pays comme ça et que c'est normal de souffrir et de mourir pour son pays. Voilà donc sur cette question de l'Ukraine, moi je n'en sais rien, je ne vous donnerai pas une position qu'il faut y aller, il faut pas y aller. Évidemment, quand on est contre quelque chose, on peut manifester. On a vu ça pendant la guerre du Vietnam, on a vu des gens refuser d'y aller, mais Mohamed Ali a perdu sa ceinture de champion du monde à cause de son refus d'aller se battre au Vietnam. Donc évidemment, on peut être contre, on peut se faire élire pour aller contester quelque chose qu'on n'aime pas, on peut le dire, mais la loi est la loi tant qu'elle est encore en vigueur, c'est celle-là qu'il va falloir appliquer. Maintenant, on essaie de comprendre la situation. Moi, la question que je poserais vraiment à Emmanuel Macron, c'est
Qu'est-ce qui se passe? Pour quelles raisons vous envoyez les gens sans pouvoir l'expliquer aux autres et sans qu'on ne vous comprenne?